Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup, ouais, ok, please check vidéo source, ça commence bien. Euh, Il y a 2 minutes, ça marchait. Ah, je l'ai. Ça arrive et ça devrait être là maintenant. Si je fais comme ça, top, ça marche. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je viens vous parler de Tunnel Vision qui a été présenté au début du mois de mai comme une nouvelle faille, une nouvelle vulnérabilité des VPN qui a eu une CVE dont on va reparler un peu après et qui consiste basiquement à faire de l'interception de trafic sur des tunnels VPN depuis le LAN. Donc, moi qui je suis, donc Nicolas Randrian Arissoa, je suis bidouilleur depuis longtemps, j'ai commencé à l'époque du web, je me suis toujours intéressé à la sécurité des réseaux en général, des réseaux sans fil, des applications Linux, open source et des technologies web en général. Je suis le jour admin 6, net et sécurité pour un opérateur qui s'appelle Auditeo, qui est fournisseur de services télécom. La nuit et le reste du temps, je suis formateur indépendant et je fais aussi j'ai pas mal d'engagements associatifs auprès de l'Interac, qui est la fédération des hackerspace français, l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation et la Quadrature du Net, qui sont deux associations de défense des libertés en ligne, et l'April et Framasoft, qui promeuvent des logiciels libres, etc. Donc voilà, je suis arrivé à une époque où Internet c'était très rigolo et c'était le bordel. Donc voilà, j'ai un peu gardé la mentalité de cette époque-là. Le sommaire. On va commencer par présenter un peu les recherches, d'où vient enfin, présenter Tunnel Vision, etc. Je vais vous faire une petite réintroduction au réseau privé virtuel, juste la base de la base de en fait comment ça fonctionne un VPN. On va parler DHCP et route par défaut. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va exploiter dans l'attaque. Quelques mots sur les conditions d'exploitation de cette attaque. Et je ne vais pas pouvoir vous faire la démo parce que mon serveur est cassé, mais j'ai préparé une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe et je pourrais vous montrer les VM que j'ai utilisés pour détailler un petit peu les scripts, etc. On parlera contre-mesures et correctifs et une petite conclusion prospective sur quoi faire de cette nouvelle faille. Donc, en InfoSec, on a l'habitude de se passionner pour les attaques qui sont super dangereuses, super craignos, qui vont impacter tout notre parc et qui viennent de sortir parce que c'est ça le plus urgent. Alors que on le sait, enfin, on le constate beaucoup en faisant de la supervision réseau. Les APT et les gangs de cybercriminels utilisent les outils les plus basiques qui sont souvent, et c'est ce qui marche le mieux qui est utilisé, pas ce qui est le plus intéressant ou intellectuellement enthousiasmant à étudier. Donc on va faire un petit point sur les vulnérabilités VPN côté serveur qu'on trouve habituellement. Donc là, c'est Cisco qui est notamment, on parlait tout à l'heure en introduction des ransomware. Bah, il se trouve que le Akira, qui est un gang de ransomware, utilise notamment la CVE 2020 35 59 pour 3259 pour déployer ces ransomware. Ce qui est assez rigolo, c'est si vous voyez en dessous l'exploit, la tête que ça a, en fait, il faut juste envoyer, il faut envoyer un paramètre de token beaucoup trop long à, à une page web qui l'interprète mal et qui permet d'exécuter du code à distance. Donc voilà, c'est des fois des failles assez rigolotes comme ça qui sortent. La preuve de concept en bas, c'est comment il s'appelle son vrai nom, Go See the Dog, je ne retrouverai pas son vrai nom, là comme ça, qui l'a fait. Pour pas faire de jaloux, il y a Fortinet qui a aussi eu récemment une grosse CVE qui faisait de l'exécution de code à distance. Donc quand on parlait de CVSS tout à l'heure, bah ça c'est une grosse CVSS. Il y a eu un papier très intéressant dans la revue MISC qui détaille comment ils ont comment les chercheurs derrière ont trouvé tout le POC et tout le chemin pour faire cette exécution de code à distance. C'est en utilisant des XOR, il y a de l'assembleur un peu partout, c'est vachement sympa, mais c'est un peu prise de tête. On continue les vendeurs, donc Ivanti, c'est le dernier, enfin c'est parmi les derniers qui est aussi assez
troué récemment par une grosse CVE. Il y a plus de 6800 appareils vulnérables dans le monde. À chaque fois, on parle de serveurs qui sont en frontaux, donc qui se mangent tout le trafic Internet. Donc s'il y a des CVE dedans, ils vont forcément y avoir un moment ou un autre où ils vont prendre un paquet qui va essayer de l'exploiter. Palo Alto, qui a plutôt bonne réputation d'habitude, qui a publié dernièrement une grosse CVE, critique 10, création de fichiers à distance qui peut amener à une injection de commandes dans l'OS sous-jacent qui est FreeBSD. Donc de là on peut faire beaucoup de choses en exécutant du code à distance aussi. Et la toute petite dernière qui est très rigolote, c'est sur Checkpoint. Elle est vraiment sortie dans le courant du mois, celle-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'exploit, c'est en fait du pass transversal, donc du contournement de chemin. En faisant des points/points/points/slash, on peut aller dump le /etc/shadow, donc ce qui contient tous les identifiants et les mots de passe sur un système Linux. Et il se trouve que Checkpoint fonctionne sur du Linux, donc en fait l'exploit permet de récupérer comme ça l'entièreté des identifiants d'un pare-feu. Encore une fois, c'est un appareil qui est en frontal de tout le reste de votre réseau, donc c'est pas terrible. Donc toutes ces vulnérabilités, les chercheurs de sécurité en rigolent quand même parce que sinon c'est vraiment trop déprimant. Donc là, on en est à avoir cette chaîne ultime de protection de votre réseau interne où à la fin on met un pfSense pour la chance. Je vous suggérerais plutôt OpenSense maintenant, mais pfSense c'est bien aussi. Et du coup, en tant qu'admin, on a l'habitude de vivre au milieu des vulnérabilités plutôt sereinement. Et on ne va absolument pas parler de toutes ces choses-là. Parce que Tunnel Vision, ça ne parle pas de vulnérabilité des VPN externes. En fait, c'est un papier de recherche qui a été publié par Leviathan Security Group. Donc, c'est des recherches menées par Lizzie Moratti et Danny Krantz. Donc il y a eu une CVE publiée et ils ont publié un POC. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que il y a eu déjà des recherches dont je vais parler après qui ont été faites sur l'exploitation possible des failles dont je vais parler, mais il n'y avait jamais eu de POC réellement fait. Là, ça commence. Donc ça a été un tout petit peu couvert, pas assez à mon goût. Quand c'est sorti, il y a eu des papiers vraiment juste copier-coller d'articles, traduits d'articles américains en français. Il y a ExpressVPN qui a quand même fait une déclaration, comme quoi non, leur VPN il est génial et de toute façon c'est une faille qui n'impactera pas leurs clients, ce qui n'est pas faux, mais ce qui est un peu léger je trouve comme attitude. Et donc l'historique des recherches, d'où ça vient tout ça? Alors en 2015, les premières recherches sur les failles VPN dont je vais parler, les attaques depuis le LAN, ont commencé à partir de 2015. Il y a eu du coup pour le symposium, alors je sais, le PETS, le PET Symposium, une conférence qui a été faite sur les possibilités de fuite de données et de hijack de DNS, donc de détournement de DNS via IPv6. Je ne vais pas parler d'IPv6 ici parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de trop potasser et d'essayer le POC avec. Mais en tout cas déjà dans IPv6, avec les FE80, etc., il y avait moyen de détourner du trafic réseau. Il y a eu pour la DEFCON aussi le Hardening OpenVPN for DEFCON. Donc la DEFCON c'est une conférence de hackers qui a lieu tous les ans à Las Vegas. Genre le plus gros événement de sécurité informatique du monde ou pas loin. C'est un peu le Disneyland des hackers. Qui avait été faite dans ce sens-là, qui soulignait déjà que les routes par défaut pouvaient être utilisées. Il y a Sami Kamkar qui est connu pour son travail sur le Bluetooth, mais qui a aussi fait plein d'autres bidouillages à côté, qui a créé Poison Tap. Donc c'était un appareil qui visait à aussi être branché quelque part dans un réseau et exfiltrer de la donnée, déchiffrer de la donnée, enfin tout ce qu'il pouvait récupérer, il le récupérait. Donc qui commence à exploiter ça. Il y a eu un post très intéressant de Mastodon où il y avait
C'était plus dans l'optique du l'admin de l'enfer qui vous met des routes par défaut dans un serveur DNS, enfin pardon DHCP. Mais voilà, les premières recherches, petit à petit, on trouvait des façons de potentiellement utiliser ça. Et merci. Et le plus gros truc qui précédemment c'était Tunnel Crack. Il y a eu un petit post sur le fait qu'on pouvait utiliser l'option DHCP 121 que je vais vous expliquer après, qui permettait aussi de faire des attaques similaires. Tunnel Crack, donc c'est un gros papier. Il y a eu une conférence à la Usenix de 2023 sur pareil plein de façons différentes de faire sortir de la donnée d'un tunnel VPN. Et pour finir, le dernier qui parlait de ces failles-là, c'est une conférence qui a eu lieu il y a vraiment pas longtemps au STIC 2024, donc par... Et zut, j'ai pas mis son nom, désolé. Olivier Balpétré, qui présentait, alors c'était très théorique, il n'y avait pas de démo technique, mais en 15 minutes, il présentait des façons de... En fait, quand le firewall frontal est en client DHCP sur son WAN à lui, qu'en fait, on peut du coup lui injecter des routes et détourner du trafic, etc., et exfiltrer de la donnée, même de réseaux internes. C'est pas ultra courant comme configuration, mais ça arrive de plus en plus, notamment avec la fibre. Le fait que votre WAN de votre pare-feu, il est sur un transceiver et que des fois, ce transceiver, quand il a un peu trop d'intelligence ou qu'il fait du niveau 3, et ben il est en DHCP en fait. Donc il embarque tout ça. Donc j'ai dit qu'il y avait une CVE. La CVE, comme l'a expliqué monsieur tout à l'heure, en fait c'est avant de lui, donc elle a été demandée par le MITRE, donc elle est dans la NVD, etc. Elle est encore en cours d'analyse, comme vous pouvez le voir, et il n'y a pas encore de sévérité déterminée. Parce que c'est compliqué d'évaluer déjà si c'est vraiment une faille, on va en parler, et de deux, quelle est la sévérité du truc. Donc j'ai dit qu'ils avaient fait un POC, qu'ils ont mis sur... j'ai déjà oublié leur nom. Mais ils ont fait un POC qu'ils ont mis sur GitHub. Donc le POC ne couvre que le premier scénario. Donc celui où en fait un admin à l'intérieur de l'organisation utiliserait un DNS auquel il a déjà accès, un DHCP pardon, auquel il a déjà accès pour en rajouter dedans des paramètres qui vont en gros nuire à ses utilisateurs et utilisatrices. Mais c'est le seul scénario qui est couvert pour l'instant et je le trouvais pas super satisfaisant parce que pas très réaliste, mais qui couvrait qu'un seul cas qu'un seul scénario d'attaque. Et donc ils teasaient un peu, ils annonçaient qu'ils allaient créer un outil qui permettait de faire les deux autres scénarios d'attaque, donc ceux où l'attaquant est dans le même réseau mais latéral à la victime. C'est ce que je vais essayer de de reproduire pendant la démo, puisque du coup, il y a moyen, j'ai utilisé Scapy pour essayer de créer, avec quelques petits bouts de script, de reproduire ce que donnerait l'attaque où l'attaquant serait adjacent à la victime, dans le même réseau mais adjacent. Donc, ça, c'est un peu poser les bases de juste Tunnel Vision, qu'est-ce que c'est ? Pour comprendre ce que c'est, sur quoi repose Tunnel Vision, on va revenir à c'est quoi un VPN. Donc là, en fait, on va parler il y a énormément de VPN différents. Ça, c'est quand vous allez sur Wikipédia, cette page fait peur. C'est parce qu'on se rend compte qu'on n'en connaît pas beaucoup. Donc en fait, on va surtout parler, nous, des tunnels de type Remote Access qui sont initiés par le client. Donc c'est le client qui fait une connexion à un serveur VPN. Et ça couvre surtout IPsec et les tunnels SSL-TLS. Il n'y a pas WireGuard dans le schéma, mais c'est couvert aussi par ce truc-là. Donc, rappel, un réseau, c'est un ensemble de machines informatiques reliées entre elles et capables de communiquer ensemble à l'aide de protocoles communs. Quand vous faites un réseau VPN, il y a l'ensemble de machines, c'est entre vous et le serveur, mais vous communiquez via un protocole commun. Je préférais revenir aux bases. Tout ça repose sur des protocoles. Donc on va beaucoup parler des protocoles.
Il y a deux types, ça repose aussi sur des interfaces réseau. Donc il y en a deux types, les physiques et les virtuelles. Je vous ai illustré ça en dessous. Vous avez l'interface physique tout à gauche qui est le Ethernet instance 0. Et vous voyez qu'il y a un OpenVPN TAP et un OpenVPN WinTune. Ces deux-là, en fait, c'est les interfaces virtuelles qu'utilise OpenVPN pour établir le tunnel. Schématiquement, quand vous vous connectez via un VPN, votre navigateur, donc ce qui est en vert, c'est du trafic en clair, ce qui est en noir, c'est du trafic qui est chiffré par le VPN. Donc ça sort de votre navigateur, ça passe d'abord par la table de routage. Là, il y a une route par défaut ça passe ensuite par le firewall. Et là, il y a une route par défaut au niveau de la table de routage qui lui dit de partir sur l'interface virtuelle Tune0, dans mon exemple. Cette interface va envoyer le trafic au client VPN qui va le chiffrer, repartir dans la table de routage et voir c'est quoi la route par défaut, l'autre route par défaut. Il va l'envoyer ensuite, une fois qu'il sait que c'est sur ETH0, vers ETH0 et vers le serveur VPN. Je ne vous ai pas illustré le retour, mais globalement, ça suit à peu près la même logique dans l'autre sens. Et rien que là, en fait, on voit que le point faible de ça, c'est la table de routage, parce qu'elle est manipulable. Et c'est ça qu'on va chercher à manipuler, en fait. Donc voilà, brève réintroduction au VPN. Sur DHCP, les routes par défaut. Donc DHCP, c'est un vieux protocole, pas autant que moi, mais quand même. J'ai barré la première RFC, ça c'est juste rigolo. Elle a été publiée une première fois, mais il n'y avait pas un. Je crois que c'était une histoire de numéro de RFC qui n'était pas bon et l'ordre n'était pas respecté. Du coup, il a dû republier une deuxième fois DHCP. Et vous voyez que comme c'est un vieux protocole, il y a eu plein d'ajouts successifs. À chaque fois, c'est des RFC, donc c'est des documents qui expliquent que là, on va rajouter telle option au DHCP, là, on va, etc. C'est les deux dont je vais vraiment parler et qui vont nous intéresser, c'est la 3442, donc celle qui est exploitée, qui permet en fait d'envoyer des routes au format CIDR, Classless Interrouting Domain, et la 3203 dont je vais parler un peu, qui permet il y a une reconfigure extension qui théoriquement permettrait de faire en sorte que les clients se déconnectent quand ils reçoivent ce paquet-là. À quoi ça ressemble un paquet DHCP? Nous, ce qui va nous intéresser à gauche, donc il y a plein de client address, offer d'address, etc. Vous voyez qu'il y a un champ variable tout en bas, options. C'est là-dedans qu'on va rajouter des choses pour manipuler le trafic réseau. Basiquement, DHCP, c'est vraiment très très basique comme protocole en dehors de ça. C'est des requêtes discover qui sont envoyées en broadcast, des offres qui sont envoyées par le serveur. C'est ces offres qu'on va essayer de manipuler. Et des requests qui sont demandés par le client pour réserver une adresse IP. Le reste du temps, en fait, la première partie, c'est quand le client se connecte vraiment au réseau. Les deux dernières, c'est une fois qu'ils sont connectés et qu'il veut juste renouveler son adresse IP. Donc, l'option 121 Classless Static Route, ça permet donc, ça a été rajouté dans la RFC que j'ai évoqué tout à l'heure, et ça permet de spécifier des routes par défaut et des routes statiques en fait, depuis le DHCP. Donc une route statique, vous avez deux exemples en dessous. Par exemple, donc la première c'est vraiment une route par défaut. C'est celle que en fait tous les serveurs VPN quasiment utilisent ça pour dire à votre client tout le trafic qui doit sortir, il sort par le VPN. Quand vous faites route all traffic, vous cochez le truc route all traffic dans un pfSense, en fait ça fait exactement ça. Ça rajoute une route par défaut qui dit la route par défaut c'est le tunnel VPN. Et vous en avez une autre en dessous. Les /32 sont utilisés pour indiquer des hôtes uniques. Donc ça veut dire que là, je dis, pour aller vers 1, 2, 3, 4, on passe forcément par ma passerelle de sortie sur le LAN via l'interface Ethernet, donc l'interface physique. En fait, c'est ça qu'on va essayer d'exploiter pour faire sortir des trafics qui devraient aller dans le tunnel VPN et les faire sortir directement via l'interface physique. Plus la route est spécifique, plus elle est prioritaire. Donc si vous avez une route en /32 vers un hôte unique, elle sera forcément prioritaire sur toutes les autres. Et truc rigolo, on peut utiliser plusieurs routes par défaut, donc les 0.0.0.0. En utilisant un /1, on peut les rendre prioritaires sur les autres.
Donc c'est même possible d'injecter une route comme ça et de complètement contourner le VPN. Donc les routes par défaut, à quoi ça ressemble? Ça, c'est encore une fois illustré avec un client Windows. Vous voyez que les deux premières, là, les 000 avec un netmask à 0, sa gateway c'est en 10.42.01. Ça, c'est l'interface, enfin, c'est la passerelle de sortie. Et en dessous, vous avez la 10.99.99.1. Ça, c'est le VPN. Donc, ça, c'est juste pour vous le représenter. Donc, quelques conditions d'exploitation. Il faut que l'adversaire soit dans le LAN de la cible. Donc de base, c'est faut un accès Wi-Fi, un accès réseau, quelque chose. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est le petit LAN Turtle SD qui est en dessous. C'est très bien, ça fait le café, ça s'alimente par USB et ça peut faire beaucoup de choses. Il y a un petit Linux dedans, un Raspberry Pi, sinon ça fait l'affaire. C'est voilà, un implant dans un réseau, c'est le truc que je trouve le plus crédible. Il faut être capable d'intercepter le trafic réseau de la cible. Donc pour ça, en fait, on va faire du ARP man in the middle, parce que c'est le plus simple. On est allé au plus simple. Il faut répondre aux requêtes DHCP de la cible en y injectant les routes pour l'option 121. Donc ça, c'est pareil, c'est du scripting sur Scapy. Et retransmettre les paquets vers la passerelle par défaut du LAN. Donc ça, c'est un truc où je ne comprenais pas pourquoi ça marchait à un moment, ça marchait pas à un moment. C'est qu'il faut absolument que votre machine la machine attaquante soit capable de faire suivre, de retransmettre les paquets avec les options pour ne pas rajouter le redirect. En gros, ne pas informer la machine cible qu'on est en train de rediriger ces paquets. Et du coup, alors la démo, je vais devoir vous la faire malheureusement en vidéo. Je suis désolé. Je suis tout cassé avant de venir. N'avez pas réessayé de faire fonctionner des démos quand elles ont déjà marché. Faites des vidéos, c'est mieux. Ah oui, du coup, elle va pas marcher comme je veux. Faut que je reprenne 2 minutes. Ah cool, ça part. Donc, le ARP man in the middle, on commence par ça, entre la machine victime et la machine hôte. Là, c'est un petit script, je vous le montrerai après, qui juste bêtement envoie des requêtes DHCP, enfin des réponses DHCP à la machine victime. Donc ça, c'est la machine victime, c'est un client Windows, tout bête. Il est connecté en OpenVPN à un serveur que j'ai cassé ce matin, mais qui marchait très bien sinon. Donc là, j'ai été obligé de forcer le renouvellement de l'adresse IP. Pour moi, c'est le seul truc qui ne va pas encore dans cette attaque, c'est qu'il n'y a pas de moyen de forcer le client à renouveler son adresse IP tout seul. On est obligé d'être passif et d'attendre pour intercepter la requête DHCP. Donc une fois qu'il a ça, on voit qu'il y a 4 routes par défaut qui ont été ajoutées. Alors, 3 routes par défaut qui ont été ajoutées vers 149.59 quelque chose, 195.114 quelque chose et 213.136 quelque chose. Ces 3 adresses-là, en fait, elles correspondent à l'ancien serveur web du Clusir Grand Est, au serveur web d'une maison d'édition qui était en HTTP, parce que je voulais utiliser pour illustrer le fait que tous les protocoles non chiffrés passer là-dedans. Et la dernière, c'était pour l'instance qui permet de regarder Star Wars en telnet. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais du coup, voilà. C'est tout ça. Donc là, oui, je sais, je galère. Donc oui, je fais une capture de trafic en même temps pour vous montrer. Là, tout le trafic que je vois, c'est du OpenVPN. Donc je ne vois pas le trafic. Enfin, je le vois passer, mais je peux pas voir ce qu'il y a dedans pour l'instant. Donc là, en gros, c'est pas grave, c'était le temps que ça attende. C'est très bien en fait, ça a permis d'attendre. Donc ensuite, donc là pour vous montrer que l'attaque fonctionne, j'ai utilisé ce que je vous disais, le serveur qui permet de regarder Star Wars en telnet. Et vous voyez à gauche qu'il y a bien des paquets telnet qui passent au fur et à mesure que le fil se déroule à droite. Donc c'est un protocole c'est un protocole non chiffré notoirement vulnérable à plein de choses. Telnet, c'est plus censé être très utilisé, mais on en trouve encore quelque part. Et du coup, voilà, c'est juste que tout le trafic qui était à destination de ce serveur sort sur mon VPN. Enfin, sort sur l'interface physique, donc je peux l'intercepter, et pas sur l'interface du VPN.
Voilà, je l'ai testé sur du HTTP, ça passe aussi. Évidemment, tous les protocoles qui sont déjà chiffrés sont illisibles parce que c'est chiffré. Mais voilà, petite vidéo de démo rapide de ce qui est possible de faire. Et si je reprends mon truc et que je retourne... Ah oui, alors, on va reprendre à partir de là où j'en étais resté. Du coup, rapidement sur les contre-mesures possibles et les correctifs, on peut utiliser des namespaces. C'est la technologie d'isolation de Linux principalement. Sous BSD, c'est des jails. Ça permet de faire en sorte que la table de routage du VPN soit pas modifiable, enfin soit pas liée à la table de routage du système. Donc ça crée deux tables de routage. En gros, il y en a une qui est dédiée au VPN, une qui est dédiée au système. Les deux communiquent pas. Donc recevoir des routes via l'interface physique n'influera pas sur le trafic VPN. C'est la seule contre-mesure efficace et possible. C'est implémenté pour l'instant que dans Wireshark pour Linux, à ma connaissance, et BSD possiblement. Autrement, on peut faire des règles de pare-feu qui vont bloquer tout le trafic qui sortirait par l'interface physique. Ça peut être gênant parce que des fois le client VPN a besoin de contacter directement son serveur. Donc ça peut causer des soucis, il faut rajouter des exceptions et ça peut être pénible à maintenir. On peut juste ignorer l'option 121. C'est le cas de Android de façon rigolote et c'est pour ça que les VPN sur Android c'est pas terrible parce qu'en fait ils ne prennent pas en compte cette option et qu'on peut pas lui passer plusieurs routes par défaut ou des choses comme ça. Donc c'est un choix, mais c'est un choix qui réduit la fonctionnalité de DHCP. Et le dernier, c'est l'isolation réseau par NAT. Si vous faites une machine virtuelle et que c'est NATé, entre guillemets, vous aurez toujours votre NAT qui va, entre guillemets, empêcher que la table de routage de la machine virtuelle en elle-même soit modifiée. C'est votre interface physique de votre machine physique qui va recevoir les routes et pas l'interface virtuelle de la machine virtuelle. Il y a aussi possibilité, mais ça j'ai trouvé ça un peu pas terrible, pas satisfaisant comme solution, c'était d'utiliser un hotspot 4G. Mais du coup ça veut dire je suis plus sur le même réseau, je crée un nouveau réseau. Donc oui, c'est bon, c'est une solution proposée par Leviathan Security. Et alors oui, comme je disais, c'est dommage parce qu'on est obligé d'attendre que le bail expire ou que le client explicitement renouvelle son bail. Il y a une RFC qui existe, la 3203, qui intègre l'option Force Renew, mais cette RFC n'est implémentée nulle part. Donc j'ai réussi à faire des jolis petits paquets Force Renew, mais le client Windows, il drop juste le truc. Pour une fois, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait, ils ont compris quand même que ça pouvait être gênant pour des utilisateurs de se faire déconnecter ou qu'on pouvait spammer des force renew à l'infini. Donc c'est parce qu'il y a une sécurité qui doit être mise en place, qui est DHCP haute, qui n'est pas implémentée pour l'instant. Et donc vu que la sécurité ne peut pas être implémentée, ils préfèrent ne pas implémenter non plus le force renew. Pour une fois, c'est cool. Deuxième problème, le trafic chiffré reste chiffré. Il faudrait faire un man in the middle TLS. C'est possible. Il y a des façons de faire qui peuvent être exploitables. Et les scénarios d'exploitation que j'ai le plus en tête, ce serait de l'espionnage, comme je disais, poser un implant dans une entreprise ou quelque chose comme ça. Une menace interne, donc employé mécontent, rogue admin, comme on dit, ou quelqu'un, enfin voilà, plein de menaces internes possibles. Sabotage, etc. Et évidemment, je pense que c'est un truc sur le... Alors, les APT ont tendance à faire du quick and dirty, donc utiliser des attaques et à pas rester longtemps. Ils restent de moins en moins longtemps dans les entreprises. Mais ça pourrait être une stratégie d'un APT qui essaie de récupérer le plus d'informations possible, en plus intégrer à ces malwares des façons de déchiffrer le trafic. Je sais pas si j'ai pas connaissance de si c'est déjà constaté into the wild. Les sources, un peu. Donc ouais, le dernier lien, c'est des recherches sur justement la mise en place de Man in the Middle TLS. Et on va pouvoir passer aux questions. On a le temps de prendre, deux questions, si vous voulez bien.
Merci pour l'intervention. Moi, j'aurais une question. Alors, je ne connais pas assez Windows, mais au niveau de l'interface réseau, quand on se connecte, nous, en général, on passe par un client VPN, un client OpenVPN, avec un fichier de configuration qui permet de configurer relativement correctement les choses. Là, je ne sais pas, vous passez directement par l'interface réseau, le WinTune. En fait, ça dépend pas du client VPN. Tous les clients VPN sont concernés puisque en fait, c'est le DHCP lui-même, c'est-à-dire qui va être exploité. Donc c'est la carte réseau en elle-même qui va recevoir le DHCP. Donc vu que c'est le réseau LAN, ça peut être du OpenVPN, ça peut être du WireGuard, ça peut être du IPsec. Dans tous les cas, c'est au niveau du système en lui-même qui se connaît, enfin que ça marche pas quoi. Enfin que du coup il y a ces entrées qui se rajoutent. Je sais pas si je non, c'est pas lui que je voulais. Non, je voulais vous sortir le truc mais je l'ai pas là. Ouais. Enfin, je sais pas si ça répond un peu, mais du coup, ouais, voilà, c'est pas une problématique de comment est configuré le serveur ou le client VPN. C'est vraiment une problématique de comment l'OS accepte des routes des routes statiques quoi, qu'on lui envoie. Et comment est-ce qu'on fait en sorte de se mettre à la place du serveur DHCP. D'où la facilité qu'a pris Leviathan Security de se mettre directement dans leur POC à la place du serveur DHCP. Parce que c'est effectivement, si on est un rogue admin, on peut mettre les routes qu'on veut et il n'y a pas à chercher à les injecter, etc. Merci. Merci pour la présentation. Moi, je pense que la solution d'utiliser un smartphone en 4G, c'est plutôt assez pertinent. Parce que, en règle générale, s'il y a des rogues DHCP dans un réseau, on les détecte. Et la menace, elle vient de l'extérieur. Et comme vous l'avez dit, la plupart des protocoles maintenant sont chiffrés. Donc je trouve le niveau de menace modéré, on va dire, pour ce type d'attaque. Ouais. Bah, on peut. Après, c'est un truc qui... Là, c'est pas un truc que à ma connaissance, ça n'a pas été constaté dans la nature, entre guillemets. Donc tout dépend de l'exploitation du truc. C'est-à-dire qu'il y a... Je vais prendre RDP par exemple comme protocole, il n'est pas forcément chiffré. Parce qu'il y a du RDP sur TLS, mais on peut aussi faire du RDP en clair. Donc c'est vraiment la logique le VPN est souvent vu comme un moyen de sécuriser un protocole qui ne l'est pas. Donc personnellement, je connais beaucoup d'entreprises qui font passer des trucs qui sont complètement en clair dans des tunnels VPN. Donc c'est pas forcément dangereux en soi, c'est pas forcément une faille de sécurité, d'où le fait que ce soit dur à évaluer et qu'il n'y ait pas encore de CVSS, mais c'est quelque chose qui dans certains cas va pouvoir s'avérer utile. Enfin, pour un attaquant. D'accord, donc la bonne solution, c'est vraiment d'utiliser un partage de connexion en 4G parce que le VPN, généralement, on ne l'ouvre pas dans des réseaux qui sont sécurisés. En entreprise, c'est pas nécessaire, on a un accès direct. C'est plutôt en situation de mobilité. Ça dépend, tu peux avoir la solution aussi il y a une machine virtuelle qui, elle, est reliée en VPN directement à un serveur et du coup, tout le réseau local qui est géré par l'OS, la machine virtuelle, elle s'en fiche, quoi. D'accord. C'est une autre solution. C'est pour ça que je mettais un peu les deux ensemble parce que c'est créer en fait une sortie réseau dédiée vers quelque chose. En gros, si sur mon ordi je suis en Ethernet et que effectivement je mets un hotspot 4G, je vais sortir par le hotspot 4G. Mon VPN va sortir directement par là et effectivement là il n'y aura pas de DHCP rogue ou quoi. Après, imaginons, tu as un malware pour Android qui va faire en sorte que quand tu fais du hotspot 4G, ça injecte des routes par défaut via son DHCP. Bon, après c'est Android, donc il n'intègre pas l'option 121, on a dit. mais voilà, on peut toujours aller plus loin dans le scénar après. C'est ok, c'est ça mon embûche, comment je passe après. C'est possible. C'est juste de l'imagination et du temps. Ok, merci. Allez, la toute dernière pour toi. Et il y avait une autre chose au niveau du fichier Shadow. Ouais. Nous, on contrôle le fichier Shadow par du PAM LDAP. Ouais.
Alors bien sûr, il y a du NSLCD qui renvoie l'authentification pour PAM, ouais. Mais au moins on n'attaque pas un fichier, on n'attaque pas le fichier, quoi. Ouais. Après, bon, on peut quand même dump un fichier, c'est pas terrible. Oui, mais là, il n'y a rien dans le shadow, puisque tout est dans LDAP. Bah oui, alors après ça c'est du checkpoint, donc je sais pas comment Checkpoint gère justement ce truc-là. J'ai jamais eu de machine entre les mains. Je sais que sur un serveur Linux, oui, on peut bricoler plein de choses, on peut mettre du PAM, du 2FA, plein de choses. Là, c'est Checkpoint, donc vous connaissez, ils vendent la boîte et le logiciel qu'il y a avec, et c'est une boîte noire. Donc je sais pas si est-ce que si on utilise effectivement l'authentification via LDAP sur Checkpoint, est-ce qu'il a quand même un fichier ETC Shadow avec cet admin? Je ne sais pas. Parce que PAM, en fait, comme on peut lui donner file LDAP, on peut lui donner toute une chaîne de contrôle. Ouais. Après, si Shadow est inscrit, forcément. Voilà, il y a ça aussi. Donc là, sur celle-là, en fait, vraiment, ce qui m'a fait rigoler, c'est ce côté où c'est du pass transversal, quoi. Oui. C'est une faille qui existe depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, quoi. Donc voilà. Merci. Merci Nicolas. Merci à vous.